Je suis maintenant sur le poste anglais. Alors, d'habitude, j'attends jusqu'à la fin du webinaire pour vous laisser savoir sur les autres événements qui s'en viennent, qui peut-être qui vous intéresseraient. Mais on a deux événements très spéciaux que je veux vous dire immédiatement avant qu'on commence. Le premier, c'est la conférence sur la biodiversité. La collaborative organise une collective qui organise une conférence sur la biodiversité cette année. Cette année, c'est l'intersection entre le changement climatique et la biodiversité. Ça va parler des présentations de comment protéger l'océan durant une crise climatique et comment les forêts, depuis réagissent, quelle espèce côtière est à risque ici au Nouveau-Brunswick. La conférence va avoir lieu le 13 avril de midi 30 à 16 heures. 16 heures, le coût c'est 20 $, mais maintenant, vous pouvez avoir un escompte de 15 jusqu'au 29 mars. Et les étudiants sont toujours 15 de escompte. Mais si ces prix vous empêchent de participer, attention, contactez-moi, on peut régler quelque chose, on peut déterminer quelque chose. Et le deuxième événement que je vais vous parler, que je pense que vous excitez, c'est notre panel sur la biodiversité. Depuis le début de la série de webinaires en décembre, j'ai mentionné une table ronde sur le panel sur l'état de la biodiversité au Nouveau-Brunswick. Et je suis très content de vous annoncer que ça a été séduit pour mardi le 13 avril à 18h30. Alors, c'est la même date que la conférence, mais le soir. Mais ce panel, comme tous les autres webinaires, sont complètement gratuits et libres à n'importe qui participer. Et s'il vous plaît, notez que le 13 avril, c'est un mardi. Je sais que ces webinaires ont été sur les mercredis soirs d'habitude, mais celui-ci, c'est un mardi soir. Et comme vous pouvez voir, on a toutes sortes d'experts sur le panel. On va vous montrer les voix de chef Westaquit, Ron Tremblay, Roberta Clearwater, du musée de Nouveau-Brunswick, Donald McAlpine, que beaucoup d'entre vous s'en souviennent de l'ordinaire de février, Lise Couteux, la directrice de Vert Rivage, et Philippe Saint-Ange de Parcs Canada. Ceci va tout être animé par le président du comité de biodiversité et de National Geographic, Vanessa Roberto, vont pouvoir fournir une variété d'opinions et de vues sur qu'est-ce que c'est exactement la biodiversité. Il va y avoir beaucoup de temps pour des questions des participants aussi. Je vous encourage de vous inscrire. Les formulaires d'inscription, c'est le même que pour ce webinaire-ci. Si vous avez indiqué que vous aimeriez être inscrit pour tous les webinaires, vous êtes déjà inscrit pour le panel. Mais sinon, s'il vous plaît, visitez le lien dans votre clavardage que Vincent a affiché, ou il va pouvoir afficher. Je ne vais pas dire que vous pas maintenant. On vous laisse savoir à nouveau à la fin du webinaire. Alors, c'est le temps d'entrer dans le webinaire d'aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais remercier le Fonds de fiducie de la faune. Sans la RAID, ce ne serait pas possible. On est très content d'avoir notre soutien. On est aussi très content d'avoir le soutien général et continu du ministère des Ressources naturelles. On va aussi enregistrer la présentation. Ça va être disponible par la suite sur le post YouTube du réseau. Alors, si vous manquez quelque chose, vous pouvez le voir à nouveau. Je vais encourager tout le monde d'utiliser votre plateforme de présentation. Laissez vos questions et commentaires là, mais dans le temps, après, pour répondre aux questions que vous avez. Maintenant, c'est ici que je parle pour l'éternité. Je vais parler de ça avant. Je vais parler de notre conférencier Merci Poirier. C'est naturaliste et passionne pour tout la communauté de la nature, mais les égouts sont en particulier spéciaux pour lui. Et c'est une indication comme passionné que Nelson est. Il m'a seulement envoyé cette biographie très brève et qu'on pourra sauter immédiatement la présentation. Alors, on va sauter la présentation. Voici Nelson. Tu peux lever ton micro, Nelson. Partager mon écran, oui. Et pas de partager le son aussi. Je peux voir tes diapos, oui. Parfait. Quelque chose dans le milieu de mon écran, je souhaite que ce soit dans le milieu de votre écran non plus.
Problème technique sur le côté. C'est vrai qu'on est tout prêt à partir. Allez-y, allons-y. Premièrement, avant qu'on rentre dans les diapos, j'aimerais de remercier le Fonds de fiducie de la Faune, Clara. J'étais bénévole sur ce conseil d'administration pour 3 ans. Je ne peux pas penser à une meilleure chose d'investir des fonds dedans que ces genres de choses que vous faites. Et la majorité de ces choses, c'est une présentation, c'est des photos. Certains sont les miennes, beaucoup ne le sont pas. Certains ont leur nom sur leur photo, certains non, pour assurer que tout le monde est au courant de ça. Pourquoi ça ne vaut pas prochain? Est-ce que tu peux cliquer sur l'écran et ça va avancer? Ah, ben. Les 5 que je vais passer plus de temps dessus, le Grand-Duc d'Amérique, c'est celui-là qu'on va passer la majorité du temps dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aux autres hiboux aussi. Alors, c'est ceux-ci qu'on va se concentrer dessus le plus. Et ceux que je vais brièvement mentionner sont ceux-ci. Ceux-ci, c'est des hiboux peut-être qui vont se présenter peut-être dans un couple d'ici Nouveau-Brunswick, mais on ne les voit pas trop souvent. Et c'est standard, vous allez voir, la majorité des hiboux, après qu'il fait noir, l'importance de savoir les appels, le son de ces hiboux sont extrêmement importants. Parce que si vous avez une bonne lumière, vous pouvez mettre un hibou et il ne s'envole pas et vous regarde, tout simplement. Le premier qu'on va regarder, c'est le Grand-Duc d'Amérique, qui est c'est le plus haut hibou natif. Et c'est environ un oiseau d'environ 22 pouces de long. Le Grand-Duc d'Amérique, je vais repasser les diapos graduellement. Le Grand-Duc d'Amérique, une chose majeure ici, c'est le collet blanc qu'ils ont. Ceci, ça se présente très clairement dans les Grands-Ducs d'Amérique. Et je vais parler tout simplement les différents points à mesure qu'on passe ces diapos. Regardez les yeux. C'est difficile à battre les yeux d'un hibou. Ses yeux ne sont pas ronds. Les yeux de la majorité de la faune sont ronds. Et nous, avec toutes les muscles attachés, on peut les bouger partout, mais avec les yeux d'un hibou sont des tubes. Pareil comme des longues vues. Et essentiellement, ce qu'ils sont, des longues vues. Alors, si jamais vous, le crâne d'un hibou, vous allez pas voir, vous allez voir un tube. Et c'est une des raisons pourquoi ils peuvent voir si bien, mais aussi une des raisons pourquoi ils ne peuvent pas bouger leurs yeux de côté à côté pour voir à gauche ou à droite. Ils ont besoin de virer leur tête, qui, qui, puis il y a une jointure dans leur cou qui peut virer à 180 degrés. Alors, il peut simplement, immédiatement, vérifier partout autour de. Et les oreilles, ça ne démontre pas les oreilles. Les oreilles des bouts ne sont pas des oreilles, c'est des plumes. Les oreilles sont plus bas sur la tête, on ne les voit pas. Ils sont très, très uniques parce que les deux oreilles ne sont pas opposées. Elles sont immenses. Les grosses oreilles ne s'opposent pas. Elles sont à un angle. Et ça, c'est mieux pour savoir exactement où le bruit ils vont suivre. Et ça,
ce disque facial, c'est comme une antenne pour stimuler le son, la provenance du son. Et quand vous avez des mâchoires comme t'es bien équipé pour gérer comme beaucoup de ces grands-ducs d'Amérique, comme beaucoup de hiboux, de tout autre qu'un, ne bâtissent pas leur propre nid. Ils vont prendre le contrôle. Ils ne volent pas le nid d'autres animaux, mais un qui a été utilisé avant. Alors, dans ce cas ici, c'est un nid de spray qu'un grand-duc d'Amérique a pris contrôle. Le grand-duc d'Amérique, c'est le nid maintenant, tandis que l'Osprey n'est pas rendu ici encore. Alors, une couple de ces nids va être utilisée d'habitude pour des nids des autres oiseaux qui peuvent être occupés par un grand-duc d'Amérique qui sont incroyables. On parlait des oreilles, des talons. Leurs plumes, aussi, sur les yeux des ébous, il y a quelque chose qui est appelé des rods et des cônes. Et c'est des rods qui donnent la vision de nuit spectaculaire qu'ils ont. Leur diète, si vous voyez un grand-duc d'Amérique, vous allez sentir des moufettes. Le parfum de moufette, ce n'est pas un problème du tout pour un grand-duc d'Amérique. En fait, c'est un de leurs diètes les plus populaires. Le nid, ceci c'est un jeune sur un nid, celui-ci serait très jeune. Maintenant, tu ne peux pas vraiment voir le nid, mais la chanson, c'est un nid de bâton qui a été contrôle. Ben, les grands-ducs d'Amérique aussi les Montréal, ils peuvent faire un nid dans le centre-ville. Et en fait, je vis dans le centre-ville maintenant et j'ai sorti derrière ma maison 2 semaines passées et j'entendais les grands-ducs chaque soir. Alors, il y a certains territoires ici, je les ai, euh, il y a beaucoup de gros arbres proches. Cet hibou ici, celui-ci est né l'année dernière à Riverview, dans le milieu d'une subdivision. Alors pourquoi ils sont dans le milieu d'une subdivision? Voici, j'attends que quelqu'un réponde, mais bien sûr, c'est la nourriture. Alors, quel genre de nourriture est-ce que vous allez trouver dans une subdivision, surtout des vieux arbres? Des choses telles que des écureuils gris, surtout à Riverview, ceci c'est à Riverview qu'on a vu ce petit-là. Et aussi l'éléphant dans la salle, les rats. Il y a beaucoup de rats dans la ville de Moncton. Et les hiboux adorent les rats. Cet hibou ici, vous ne voyez pas, cet arbre, était juste à côté de la maison de Jane Wood, une naturaliste très active. Elle a entendu des ébous entre le cri le soir, mais elle n'avait aucune idée où ils avaient dormi et c'était dans sa cour. Alors, c'est comme ça, comment il peut être caché dans son centre. Voilà, là, ça c'est le même ébou. Et dans le nid, si tu peux voir ça, je ne sais pas vraiment bien que tu peux voir le nid, mais ça c'est un panier qui, qui a été mis dans l'arbre. Je crois que le panier s'est trouvé dans l'arbre, je ne sais pas, mais je ne pense pas que l'hibou l'a porté là. Le préventage du fait que c'était là, déjà. Et ces hiboux, à cet âge-ci, celui-ci a peut-être eu 3 semaines de vieux. Et celui-là que tu as vu avant, c'était sorti du nez. Et il n'y a aucune façon qu'il peut voler à cet âge-là. En fait, ça va être un bout de temps avant qu'il peut voler. Ça va être humain. Et il peut voler. Il peut monter, descendre d'un arbre, une branche avec leur talon et leur bec. Aucune, aucune aile nécessaire. Et ils vont faire ça pour jusqu'à un mois. Jusqu'à un mois qu'ils vont faire ça avec les parents qui les nourrissent. Je vais mentionner dans une minute les parents qui les nourrissent, comment est-ce que, vous savez, quand est-ce qu'ils sont alentour
je voulais mentionner l'importance du mâle dans dans le Grand-Duc d'Amérique et autres. Il vaut aussi le mâle est plus petit que la femelle. La femelle est environ 25 de plus haut. Mais la femelle va couver les œufs sur le nid et va demeurer là pour 2 à 4 semaines. Et lui, fournit tout de la nourriture. Quand quelque chose arrive au mâle, probablement quelque chose va arriver au nid aussi. Alors, on a beaucoup d'oiseaux, comme vous le savez tous, mais les mammifères aussi, le mâle, ils contribuent le matériau génétique et ensuite ils sont partis pour le reste de la saison entre faire du golf, faire du canottage, ces genres de choses-là. Mais avec les veaux, ça c'est une différente histoire. Le mâle est extrêmement important et un excellent parent. Ça vous démontre une couple qui sont un peu plus vieux, un petit peu vieux à nouveau, mais ils ne sont pas encore adultes encore. Regardez les, euh, les talons, les plumes qui vont jusqu'au talon. Ça, c'est typique de la majorité des hibous. Comme toutes les notes ici, les plumes dans les hiboux sont extrêmement silencieux. Tu peux être assis sur une chaise et un hibou pourrait atterrir sur ton épaule et tu ne vas jamais l'entendre. Ils sont si silencieux. Et ça fait partie de la façon qu'ils fonctionnent. Les plumes sont très doux et la façon ils sont euh, liés ensemble, ils ne font aucun bruit du tout quand ils volent. Maintenant, quand tu entends un autre, tu peux entendre 300 verges de boue, mais pas un hibou. Et un hibou, quand il l'attaque, il travaille à différentes façons comparé à autres oiseaux. Souvent, ils vont prendre, ils vont, les hiboux vont digérer quelque chose. Disons, si c'est un écureuil gris, disons. Ça, c'est pas un écureuil gris ici, mais ils vont digérer tout ce qui est digestable. Et une fois qu'ils ont fini, ils vont avaler tout. Les choses qu'ils ne vont pas avoir, c'est que les plumes, la chair en forme de, de morceaux de merde, ils vont tout d'un coup, ils vont vomir et ça sort comme ça. Et beaucoup de choses, c'est appris de ces granules parce qu'avec l'ADN aujourd'hui, on peut prendre ces choses-là qui n'ont pas l'air bonne chose à faire, mais il peut dire exactement qu'est-ce que cet hibou a mangé. C'est pour ça qu'ils connaissent la diète des hiboux. Un autre plat. Mais est-ce que ça n'a pas l'air comme un autre oiseau ici? Le grand-duc d'Amérique ne va pas hésiter du tout à manger un petit hibou. Une autre chose, c'est quand on parle des hiboux, on aurait parlé des hiboux grands, moyens et petits. Le grand-duc d'Amérique, environ 22 pouces, qui serait après la même chose que le tireur. Maintenant, ceci, c'est absolument incroyable. Ils utilisent toutes leurs compétences. Et ici, c'est les pieds qui atterrissent dans la neige. C'est ici où le bec a été chercher ce qu'il a mangé. Et voici les ailes qui ont parti. Peux-tu imaginer qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Pour entendre ce petit bruit sous la neige et sortir de sous la neige. C'est incroyable. Maintenant, ça que vous allez entendre, bien sûr, c'est le son du Grand-Duc d'Amérique et un bruit unique. La première partie du son que je vais jouer,
Maintenant, ceci, c'est les plus jeunes. Et je peux vous dire, quand que les plus jeunes, quand que les petits sont probablement, quand que environ sont prêts à s'envoler, et un peu avant aussi, ces petits cris, je vais vous dire, ils vont, c'est ça, vous l'entendez clairement à notre camp, on a un grand-duc, un père de grand-duc d'Amérique, et on le parle parce qu'ils ont leur nid, là, presque chaque année. Et environ septembre, peut-être tard, mois d'août, début septembre, vers 10 heures le soir, hein. Je pense qu'un an, d'habitude, non, un ou deux. Fait que si je pense que cette année-là, il y en avait trois, mais ça me l'air plus comme s'il y en avait 23. C'est incroyable. Les bruits, les cris qu'ils font le soir. Et quand ils sont en train de crier pour la nourriture, ils parlent cette nourriture maintenant. Juste pour montrer où ils sont trouvés. Vous voyez comment que vous les trouvez dans le Grand-Duc d'Amérique, partout en Amérique du Nord et dans le sud de l'Amérique du Sud aussi. Et cet oiseau voyage beaucoup. Et maintenant, on va rentrer dans les chouettes rayées. Ce site, c'est celui-là que vous allez voir le plus, c'est le plus vocal. Et les bouts qu'on a tendance à voir un petit peu plus durant le jour. Pas si tant que ça, mais un petit peu plus durant le jour. Ils sont nocturnes aussi, mais une grande chose avec le chouette rayé, regardez les yeux. Ils ne sont pas jaunes, ils sont noirs. Je pense que c'est le seul niveau qu'on va discuter aujourd'hui qui ont les yeux foncés comme ça. Et bien sûr, aucune, les tapes d'oreilles ne nous ont pas sur la chouette. Très beau. Regardez le cercle autour du visage qui retient le son en voyant une autre photo de l'oiseau. Mais la majorité d'entre eux ont un ton gris. Ben, beaucoup vont aussi avoir le ton brun aussi. Vous pouvez chercher les deux couleurs dans les le, les nyctales boréales, on peut les considérer comme ils font le nez dans des carrés. Ça veut dire qu'ils vont prendre une boîte faite par un homme aussi. Maintenant, ceci, c'est un bébé, une chouette rayée bébé. Celui-ci, je vais tenir l'histoire derrière ceci. Ma femme et moi, on avait un camp à Grand Lake, temps passé avant que les frères arrivaient. On a vu on a vu les bouts sur le tête de l'arbre. C'était vraiment un coup de voir de notre minoscope pour aller voir et on continuait à voir. Et on a réalisé qu'il était en train de. Il a fait un nid là. J'ai fait du snack. En tout cas, je savais que Scott McPeace à Fullerton était intéressé à les ébouts, les suivre. Alors, j'ai pensé, je vais donner Scott. J'ai appelé Scott, je l'ai appelé. Et j'avais pas à accrocher le téléphone avant que Scott arrive dans la cour pour me dire où est-ce qu'il est beau. Et pour le monde qui connaît le Grand Lac, Fredericton, ça inonde le printemps. En tout cas, Scott, le voilà. Je dis, voilà le nid, Scott. Et c'était dans de l'eau assez profonde. Et il dit, ben, est-ce que tu as un canot? Je dis, oui. Alors, Scott et moi, on a embarqué dans le canot, on a été à l'arbre, et Scott, quand il arrive, il a l'air comme, c'est comme une énergie de mon Dieu qui arrive à toutes sortes de petits appareils pour grimper des arbres, comme les gars d'énergie de mon Dieu pour grimper les poteaux. Et Scott saute du canot et il monte l'arbre. J'ai pensé au même. Nelson, qu'est-ce que pourquoi tu appelé ce monsieur? Parce que là, j'étais au bout de l'arbre, c'est en train d'aller de côté à côté. J'ai pensé à moi-même, ceci, ça va finir comme des astres. Mais Scott sait qu'est-ce qu'il fait.
et il peut descendre de nouveau, il a apporté des hiboux avec lui et voici une photo de Scott, je viens d'acheter une nouvelle culotte. Et il met des étiquettes dessus, il les pèse. Et ensuite, il les remet dans le nid. Et là, il y a un petit seau qui monte de l'arbre avec, il les met dans le seau, il les descend et il les remonte de cette même façon. Et il n'y a jamais eu beaucoup de problèmes avec ça. Mais, pour continuer cette histoire, environ 2 ans plus tard, cet arbre a tombé. Et j'ai appelé Scott, j'ai dit, je pense que les bouts, je pense pas qu'ils vont faire un nid là cette année. Il dit, ah, pas trop certain. Encore une fois, je pense que c'est avant que le téléphone est accroché. Lui arrive à nouveau avec une boîte de nuit. Et, et ses égouts, ils ont revenu, ils ont fait leur nid à nouveau dans cette boîte, la même année que l'arbre a tombé. Et le voilà, Scott à nouveau en train de grimper l'arbre de nouveau avec son seau. Et ces nids, les, les, les nids des chouetteries sont très hauts et doivent être placés très haut. Et c'est un grand job d'établir un. Ben, la voilà, elle est dans le nid. J'ai pris cette photo et elle n'était pas trop contente. Mais vous avez vraiment besoin de prendre soin de ces nids parce que qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent des maisons de cul pour les ratons laveurs l'été. Et ceci, ça aide beaucoup. C'est mettre des tuyaux autour des arbres, ça peut être très difficile si c'est un endroit très épaisse parce que les ratons laveurs peuvent aller d'une branche à l'autre. Ben, si vous avez une assez, ça peut certainement aider. Maintenant, je souhaite que tu t'en souviens le grand-duc d'Amérique. Il va avoir le bruit qu'il fait dans les ceintures notes, mais le grand-duc d'Amérique n'appelle que beaucoup de monde dit, il dit que ça sonne comme Who cooks for you? Me too. C'est vraiment, c'est une bonne comparaison. Who cooks for you? Me too. C'est le bruit qu'ils font. Une seconde. Ben, ces cris-là, c'est très commun avec les grands-ducs d'Amérique. Et ça, c'est les adultes. Et celui-là qu'elle jouait en premier, ça, c'est le plus commun. Je l'ai écouté entendre probablement, mais grandes, ils commencent à faire certains cris, parfois des discussions entre eux. Et, il y a beaucoup, ça arrive un petit peu plus tôt, l'année peut-être 3 semaines passées, où il y avait des duets entre le mâle et la femelle. Et tu peux dire la différence. Il y a le note plus doux des femelles, ben, une chose, c'est si vous entendez deux, vous entendez deux différents endroits. C'est pas comme, c'est comme une paire d'ailes qui vont s'atterrir, la paire va atterrir ensemble sur la même branche. C'est pas comme ça avec les éboues. Ils sont un peu une distance à part. Ils, ils continuent à annoncer leur territoire et, euh, et à la fin de ce son que je ne vais pas jouer, mais il y a toutes sortes de cris. Et ça, c'est les jeunes qui appellent pour de la nourriture. Et il y a d'autres sons aussi que les hiboux vont faire, ils vont applaudir. C'est vraiment, si tu les hérites, ils vont commencer à certains applaudissements. Une dernière chose, bref, que je vais vous montrer une seconde. Voici où ils voyagent, comme vous pouvez voir, c'est majoritairement dans ce côté-ci de l'Amérique du Nord. Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, ils ne sont pas si communs que ça, mais ici, euh, le, le sparrow est très commun. Ils sont très proches
sur le côté ADN avec la chouette oreiller. Elle commence chouette oreiller commence à aller dans cette direction et commence à, à reprendre le terrain du sport nord. Ils sont en déclin. En taille, le chouette rayé est presque la même taille que le grand-duc d'Amérique, presque un petit peu plus petit. Maintenant, quelque chose peut t'appeler cute, ça doit être un goût qui est cute. Ici, dans un autre qu'on va montrer plus tard, peut-être qu'il serait un petit peu plus cute, mais ceci, ceci, c'est le troisième plus commun des hiboux que vous allez voir. Il y a beaucoup de ce genre d'hibou ici, mais on ne voit pas trop souvent. Cet petit hibou est presque 8 pouces, seulement 8 pouces de long. Il pèse seulement 75 grammes. Et la femelle peut-être va payer 100 grammes, mais un petit oiseau, un petit canari, pèse presque la même chose. Alors, ceci, c'est un petit hibou. Et fait des nids dans les troncs des arbres. D'habitude, ils vont être dans les trous des arbres. Mais à cause de ça, ils vont prendre des boîtes. Les humains aussi. Et je m'attends que ça, c'est un des hiboux à Randy Law. Il y a un programme en marche avec des différentes hiboux parmi eux, l'unité arboréale. On ne les voit pas trop souvent. Ben, celui-ci c'est un jeune, il a l'air complètement différent. Ils sont tout petits, les plumes sont complètement différentes. Et ceci, non, mais qui a eu cette photo? Quelle photo? Je ne sais pas. Mais qui m'a donné cette photo? Mais c'est très précieux. Maintenant, ça vient à mettre des boîtes pour les égouts dans les arbres. Ce n'est pas une chose majeure. Roger Leblanc, c'est un de mes amis qui m'a aidé à. Je ne pas dire il m'a aidé, il a fait une coupe de boîtes pour moi et on s'est installé quelques semaines passées. Mon neveu et moi, on est en train de s'installer juste pour garder à cet escalier. C'est la plus belle chose que j'ai jamais acheté ici. L'escalier est complètement, c'est très petit au début, avant que c'était tiré, la petite trappe en bas. C'est comme ça que c'est ça que ça ressemble quand c'est pas étendu, mais ça, c'est. J'ai acheté cette. Shaoul à Amazon, mais je pense qu'il y en a d'autres endroits qui les ont. Mais je te dis, j'ai hâte d'utiliser ça dans tous les boîtes oiseaux que j'ai construites. Maintenant, on va jouer le bruit qu'il fait. Le bruit du mâle est très. Euh, tu peux comparer à un camion qui recule. Maintenant, ceci, c'est l'appel principal que vous entendez. Ils font autre bruit aussi, mais celui-ci, c'est le plus commun. Il peut commencer ceci à l'aube et continuer les heures et les heures et les heures. Je ne sais pas, je pense qu'il peut prendre le temps pour respirer, mais les morts, quand il cherche pour son partenaire au printemps, il essaie d'impressionner. Pas nécessairement quelque chose que vous allez associer avec un hibou, n'est-ce pas? Ben, ça, c'est le son le plus commun. Ça, c'est le mâle des petits nectars. La femelle fait un son, souvent du nid, en fait. Mais, mais avec le petit nectar, je ne l'ai jamais vu, mais quand le mâle trouve un partenaire ou il attire un partenaire, et, lui, il va voler autour d'elle en cercle, probablement au moins 20 fois. Ensuite, il va atterrir à côté d'elle, il va lui offrir le dîner, en forme de probablement un insecte qui touche dans la forêt. Alors ça, c'est
Il apporte sa femme pour dîner. Je note ici que vous pouvez entendre, probablement vous pouvez entendre pour dans 300 mètres, je pense, 300 mètres de distance. Alors, c'est pas euh, loin, mais il y avait une photo plutôt où on installait les boîtes de nuit. C'est là où j'ai entendu euh, une petite Nicole appelée pour environ 6 ans. Ça a toujours été dans cet endroit. Alors, les boîtes ont été installées. Je suis sceptique un peu concernant leur utilisation, mais elles ne vont pas être utilisées qui ne sont pas religieux. Alors, ils sont en place, les enfants. Maintenant, cet hibou, le petit Nicole, voyage beaucoup de l'Amérique du Nord. Regardez, on est, on est dans le territoire de. Et ceci, c'est un hibou très commun. Le doute, c'est que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont entendu. Je souhaite que beaucoup d'entre vous vont le reconnaître quand vous l'entendez parce que moi, je pense que vous allez l'entendre ce printemps. Maintenant, je vais passer un moment sur celui-ci. Je le mets seulement ici parce que c'est presque la même taille que le petit Nictal, mais c'est du nord. Celui-ci, c'est appelé le Nictal boréal. La différence majeure, il y a une couple qui apparaît au Nouveau-Brunswick chaque année. Je pense qu'on s'attend qu'il va y avoir. Ils ont des nids à Moscou, mais ça n'a jamais eu preuve. Une chose que vous allez voir immédiatement, c'est le bec pâle. Le petit Nictal a un bec plus foncé. Et il y a des points sur les. Ici, on ne va pas passer du temps sur celui-là parce que ici, je vais voir des points sur la tête. Euh, ils sont proches des. Et ça, c'est un autre. Bon, tu vois les points sur la tête. Ceci, on a trouvé ça beau joli sur l'extérieur de Moncton. Voilà une autre une belle photo de Montréal. Pas tout les oiseaux, mais on crée des nids dans les boîtes. Ceci, alors c'est une des boîtes de Randy Love à Capreton. Maintenant, pour celui-ci est plus commun ici. Celui-ci, c'est l'hibou des marais. Maintenant, vous êtes chanceux si vous le voyez, celui-ci. Celui-ci est nocturne, très nocturne. D'habitude, ils sont dans le bois, mais ils chassent les territoires ouverts. Une chose unique avec les égouts des marais, dans le milieu de l'été, d'habitude, ils vont être ensemble avec de Dieu, avec 20 égouts aussi, Grand Arsenal. Je ne sais pas ce qui est ici ce soir. Je me souviens que lui l'a vu dans une carrière. Celui-ci, on dirait que Gordon Rattray a vu atterrir sur un morceau d'équipement sur sa ferme. Comme on peut voir, je ne sais pas. Les oreilles ne sont pas trop grandes sur celui-là. Je pense qu'il est très jeune. Les oreilles dans les égouts des marais sont plus longues que le Grand-Duc d'Amérique. Ils sont plus à pic quand ils volent, ils sont toujours baissés. Un autre des Grands-Ducs d'Amérique, celui-ci, le blanc, se fait des yeux. Il ne voyait pas le collet blanc que le Grand-Duc d'Amérique. Ceci, c'est un hibou environ une taille moyenne, environ 15 pouces. Moi, ça n'a pas l'air grand-chose, mais ça l'est quand ça devient un oiseau. Mais souvent, vous avez quelque chose à comparer avec, vous n'êtes pas vraiment certain de la taille. Ça, c'est une belle photo ici de
d'un hibou moyen dur. Maintenant, ceci, c'est vraiment l'appel d'un hibou moyen dur, c'est un long bruit, c'est tout. Maintenant, il fait d'autres bruits aussi, d'autres sons, quand ils sont en train de se nourrir, et ainsi de suite. Mais les adultes, quand ils sont établis un territoire, c'est ça le bruit qu'ils vont faire. Ceci, l'hibou moyen dur. Alors, c'est distinct, c'est seulement un bruit que font tous les autres hiboux. Font du son qui est très différent. Parce que vous entendez seulement un ou pensez ou à l'hibou moyen dur. Ceci, c'est où vous les trouvez, comme vous pouvez voir, vous les trouvez partout. L'hibou moyen dur que on peut trouver partout à travers l'Europe et l'Asie, et à travers l'Amérique du Nord. Ils voyagent beaucoup, mais ils ne sont pas trop vus trop souvent. Maintenant, ceci, c'est une photo spéciale. Celui-ci, c'est l'hibou des marais. Et encore, c'est de taille moyenne, environ 15 pouces. Mais si vous allez voir un hibou des marais, vous avez besoin d'aller où la nourriture se trouve. Et la nourriture se trouve dans les marais. Et le marais Tantramar, c'est un endroit très populaire pour ces hiboux quand la nourriture se trouve là. Une année, c'était incroyable. C'était environ 4-5 ans passés, je pense. Ils étaient partout. Il y avait, c'était incroyable. Mais il y avait aussi une population incroyable. Cette année, on a 5 sur la marée de Riverview, un centre-ville de Moncton, juste de l'autre côté de Château-Moncton, sur le marais entre Riverview et Moncton. Il y a beaucoup de monde, on a eu la chance de les voir, mais elle n'est pas là durant le jour. C'est seulement à l'aube que tu peux les voir. Et regardez, c'est quelque chose qui est appelé le L. L'aile peut se trouver sur un petit courant et presque demeurer en place. Le monde l'appelle comme du trailing. Ils vont presque demeurer complètement calmes. Vous pouvez être assuré que ses yeux et les yeux regardent partout autour d'eux. Maintenant, pour parler des corbeaux et des corbeaux et des 127 possédés, les boules des marais sont environ 15 pouces, pour une comparaison. Mais pourquoi les corbeaux allient des îlots? Si tu voyais beaucoup de corneilles faire beaucoup de bruit, d'habitude, ça vaut la peine de le vérifier. Parce que les chances sont qu'il y a un hibou tout proche. Et vraiment, il n'y a aucune raison qu'ils devraient être en train d'harceler ces hiboux-là parce qu'ils ne vont pas diriger une corneille trop tôt. Les hiboux de ce genre, ils viennent euh, manger les œufs des corneilles et alors ils haïssent les hiboux. Comme on peut voir, on peut certainement cette flèche pointe un petit hibou des marais. Et ça, c'est beaucoup de corneilles partout autour qui sont en train de harceler. Et ils ne touchent pas l'hibou, mais ils harcèlent. On peut voir la même chose ici. Ceci, c'est une belle diapo parce que ça démontre l'effet où il peut comme, se flatter, tout simplement. Imaginez, c'est comme des voiles. On peut les aplatir, les lever, les masser et flotter tout simplement, sans effort du tout. Maintenant, la nourriture de ces îlots, c'est le melveau, c'est leur diète principale. C'est que les melvaux sont en abondance, ils sont en abondance aussi. Alors, melvaux, c'est
Ça a l'air très petit à nous, mais c'est un de nous, comme nous, manger 3 Big Mac, c'est un gros repas. Non, non, ceci, pour l'instant, on a eu celui-ci la nuit. Celui-ci, c'est durant la nuit, il a pris tout son équipement. Il n'a pas bougé du tout. Mais ça a fait une extrêmement belle photo. Ceci, c'était encore des marais de Saint-Omer l'année qui étaient abondants. En fait, ma femme était là une soirée, elle était stationnée sur ce chemin, on avait des fenêtres ouvertes. Et le père a dit, t'as besoin de fermer la fenêtre, ils vont rentrer. Il volait partout autour du véhicule. Et ça, c'en est un autre qui s'est fait harceler par un, un oiseau. Il a besoin d'abandonner son, euh, sa proie. Ils sont des îlots qui font leur nid à terre. Belle photo, là, avec la zèle étendues. On peut voir dans cette photo pourquoi ils appelaient des, euh, les short-eared owls. Les oreilles sont très courtes. C'est pas des oreilles dans les égouts des marais. Si c'est à Tantruba la nuit, je ne sais pas si vous pouvez compter, il y a 6 égouts dans cette photo. Ça c'est un endroit où on peut les voir. Vous pouvez passer sur les routes en cherchant de la proie. Et, les petites nicales, regardez où vous les trouvez. Ils sont partout en Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, du Sud. Maintenant, maintenant où la fonte des neiges, dans certains hivers, on a un nombre surprenant de ces genres d'animaux. Cet hiver, on n'a pas eu mal. Il vient seulement ici pour 2 raisons. Il aime les lemmings. Il dit, c'est ça, la nourriture principale. Il mange aussi, comme les oiseaux dans le nord, mais sont des igloos du nord. Et vous allez voir où ils sont trouvés dans un moment. Mais ceci, c'est le plus gros igloo. Voilà, c'est le plus gros igloo côté. Mais les pieds, avec des plumes dessus, ils ont plein de poils sur les pieds. C'est comment avec les igloos. Et quand ils arrivent, je voulais vous mentionner la deuxième raison pourquoi ils peuvent être ici en grand nombre. C'est que ça donne d'être une bonne année. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour la population. L'hibou des marais peut avoir des nombres incroyables, jusqu'à 14 à 16 heures dans un nid. Bien sûr, ça c'est gros. Mais si ça arrive à peu près, alors on va en avoir beaucoup. Alors ça pourrait vouloir dire qu'il y a plus qui vont venir aller dans le sud. Je ne veux pas jouer le corps, c'est essentiellement le cri. Alors, c'est vraiment une situation où ils sont dans le nord, mais dans le passé, surtout, la majorité d'entre nous, on pensait que s'il y a beaucoup de bars c'était dans le canal, mais c'était pur blanc, c'était mal. Peut-être que c'est valide, mais ça a été démontré que la population de Saskatchewan, dans les étiquettes sur eux, ça ne s'applique pas toujours cette règle. C'est pas l'information critique à savoir, mais on en voit beaucoup avec les barreaux, on n'en voit pas trop qui sont pur blancs, mais il y en a qui sont proches. Mais regardez où on les trouve, regardez où ils sont. Juste dans les parties les plus froides, et pas le Groenland le plus sud, le nord du Groenland. C'est là leur territoire. Et c'est là où ils vont demeurer si les choses sont bonnes. Et, et ça veut dire qu'il va y avoir une partie de l'année où ils chassent dans la noirceur 24 heures.
On va repasser celui-ci assez rapidement. Ceux-ci sont ceux comme on les voit pas trop souvent. Celui-ci, c'est le chouette lapode. C'est un visiteur très rare ici. Et quand il y en a qui se présentent, souvent, ils vont demeurer dans un endroit. Ceux qui cherchent les oiseaux, et là, ils acceptent, dont un visage très unique. Comme j'ai dit, on peut passer beaucoup de temps sur ceci. Mais juste pour vous mentionner, vous montrer qu'il peut être ici, ils ont ce look spécifique aussi. Il y en a un autre qui peut nous visiter, c'est l'hibou du Nord. Celui-ci il serait considéré comme un petit oiseau, je pense qu'environ 15-16 pouces de long. Non, c'est pas un gros hibou, même. C'est la belle chose quand ils viennent visiter et choisir un territoire, mais c'est là où ils vont rester tout l'hiver. Ils vont chasser durant le jour. Alors, euh, euh, s'il y a un hibou du Nord qui est à quelque part, et la majorité du monde pourrait le voir, il chasse tous les jours. Cette année n'a pas été une bonne année pour eux. J'ai eu un rapport, mais ça, c'était sur les propriétés de Irving qu'on ne peut pas aller visiter. Mais ça, c'en est un du musée. Je vous donne un bel exemple. Maintenant, un autre que je vais mentionner rapidement, c'est le chevêche des terriers, plus commun dans l'Ouest, mais c'est un peu dans le trouble. Les chiffres sont à la baisse, mais c'est un petit loup, c'est un petit peu plus gros que le petit mittal, mais de temps en temps, il y en a qui va apparaître, mais on n'a pas de rien de confirmé. Les accouplements qui étaient, ben, qui ont été, supposément, qui ont créé des nids qu'on dit qu'à un certain temps, ça n'a pas été établi pour l'hôtel, mais il y en avait un Grand 2 ans passés, l'automne. Et ça a resté sur des groupes de rochers pour environ 3 semaines. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont été voir ce petit bout qui était très mélangeant, pas trop trop. Venez me voir, s'il vous plaît. Et voilà à nouveau. Maintenant, on parlait des hiboux qui sont cute. Celui-ci doit rapprocher les plus beaux. Ceci, c'est les frères des clochers. Deux différents oiseaux. Ceci, c'est les frères des clochers. Ceci, c'est les frères des clochers. Au Nouveau-Brunswick, celui-ci s'est présenté 4-5 ans passés, n'importe lequel. Il y a beaucoup d'entre nous ont eu la chance de le voir. Beaucoup d'entre nous qui n'ont eu pas de chance parce que euh, c'est noir. C'est pas un danger au Canada parce qu'il y a toutes sortes dans l'Ouest et aussi dans les États-Unis. C'est une question de température. Il faut tolérer la température froide, mais si vous voulez en avoir un, le Nouveau-Brunswick, c'est aux eaux de Magnetic Hill. Les eaux de Magnetic Hill a fait du travail incroyable de créer leur propre colonie d'environ une douzaine. Les effraies des clochers, ils sont entourés de la belle nature l'hiver, ils sont à l'intérieur, bien sûr. Mais ils sont très beaux, le monde peut les visiter et les hiboux sont pas dérangés, il faut tout voir ça. Parce que c'est pas un beau village. Et ça, fait partie de la colonie aux eaux Magnetic. Et s'il veut vous épeurer, vous débarrasser ceux qui vont débarrasser vous, ceux qui vont faire. Le petit duc maculé, je ne pense pas qu'on l'a au Nouveau-Brunswick, mais ça se trouve au mai. La raison qu'il l'appelle le petit duc maculé, il n'écrit pas, c'est un son très différent. C'est un des noms qui n'ont pas de raisonnement derrière eux, mais ça, c'est la dernière diapo. Alors, je ne sais pas, Claire, comment est-ce que tu fais les choses d'ici? Bonjour. Merci, Nelson. On a environ 4 minutes de reste avant 7h30 et on a 2 questions. On va voir tes clavardage qui va être parfait. Mais si quelqu'un d'autre a d'autres questions, soyez libre de les écrire. La première question, ça vient de Pierre. Et lui voulait savoir, est-ce que tu vas allumer ton micro et pose ta question tout fort? Peut-être que tu auras besoin d'allumer ton micro.
je vais lire la question. C'est qu'est-ce qui est le plus grand animal que, qu'un grand-duc d'Amérique peut manger? Ils vont attaquer beaucoup de choses, mais probablement une moufette. Je pense une moufette ou un lapin va être raisonnable. Mais ils vont attaquer des choses beaucoup plus grosses, surtout si que, ça dérange leur nid. La petite taille d'animal, c'est plus ça. Mais j'ai oublié de mentionner, les, les hiboux, l'habitude de couper leur tête, les petites pois, ils vont le manger tout rond. Mais les plus grandes, ils vont couper leur tête. Alors, si vous voyez la tête de quelque chose, d'un animal, je pense que c'est un hibou qui l'a fait. Surtout un grand-duc d'Amérique. Comme anecdote, j'étais à Nelson ça déjà, mais j'étais du hiking, j'ai trouvé le restant d'un oiseau, il n'avait pas de tête. Et Nelson me disait que probablement que c'était un chouette rayé. Et, et, ou peut-être un grand-duc d'Amérique. Mais cette proie est un peu gros pour eux. En fait, j'ai une question suivie, la question en Pierre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mange des hiboux? Le grand-duc d'Amérique va manger les plus petits hiboux, aucun problème. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui mange le grand-duc d'Amérique? Pas d'après ce que je sais, je ne peux pas penser à quelque chose immédiatement. Ils sont sur toute la chaîne alimentaire. Pas une classe à être. Oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va les manger autre que les humains, mais je pense qu'ils sont à eux-mêmes, principalement. Et ensuite, une dernière question de Louise Nichols, qui était répondue un peu dans votre clavardage. Mais Louise, si tu veux poser la question l'autre fois pour que tout le monde puisse savoir, l'entendre, peut-être que tu as besoin de demander d'allumer votre micro. Non, t'es bon. Je demandais à Nelson qu'il y a une forêt en particulier euh, que des hiboux moins adultes aimeraient plus. Ils sont plutôt dans une forêt japonifère. Mais ils le chassent dans les champs ouverts, mais ils adorent arriver tout proche de, disons, un épinette, le tronc d'épinette, et ils sont incroyables. D'habitude, dans une forêt de conifères, et encore une fois, ils prennent le contrôle des nids. Ils utilisent des nids qui ont été utilisés l'année dernière par une corneille. Merci. Un commentaire important, un bon commentaire de Rémi. Il a dit qu'à Halifax, ils ont trouvé un nid de grand-duc d'Amérique avec 13 collets de chats. Regardez vos chats à l'intérieur. Je ne penserais pas qu'un gros chat serait un problème. N'oubliez pas que les aigles, bien sûr, ils aiment les chats aussi. Et les petits chiens aussi, j'imagine. Oui, oui, certainement. Il y a des tout petits chiens qui existent. Là. Oui. On est rendu exactement à 7h30. OK, parfait. Le timing est bon. Alors, merci encore, Nelson, pour cette présentation fantastique. Et merci à tout le monde pour participer aujourd'hui. Je souhaite que vous appréciez ça. Je sais, moi, je l'ai apprécié. J'adore les hiboux. J'aimerais pouvoir en avoir plus. Mais je suis pas debout trop la nuit. En tout cas. Alors, merci à tout le monde pour participer. Et encore une fois, un rappel de la conférence de biodiversité, le panel de biodiversité qu'on a le 13 avril. Vincent a mis un lien dans votre clavardage de nous. Alors, si vous avez de participer, partagez ça avec votre famille, vos amis. Le prix de la conférence, c'est 20 $. Le panel le soir est complètement gratuit. Alors, merci à nouveau de vous joindre à nous. Encore, vous avez apprécié ça. Et je souhaite tout vous voir le 13 avril pour la conférence ou la discussion de panel ou les deux. La prochaine bonne soirée.